Il y a pas mal d'idées reçues qui sont fausses, à mon avis, sur lesquelles on peut discuter. Et la deuxième partie de la présentation, les dernières 30 minutes, je vous invite à me poser des questions. Qu'on a un débat questions-réponses, donc c'est à vous de ne pas être timide et de me poser des questions. Non mais ils ne seront pas timides, hein, les gars? Vous n'êtes pas timides? Non, bah non, un carpiste n'est pas timide, voyons. Bien John, je crois que cette première partie donc va se passer de la façon suivante, c'est-à-dire que vous passez des images et en même temps vous les commentez. Donc vous restez là, oui, avec votre micro. Oui. Et ce sujet donc sur les appâts, je sais que ça intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de confusion en fait sur ce qui se passe actuellement. Sur une conférence qui va durer à peu près 1 heure, c'est difficile de traiter le sujet en grand détail parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Et donc je vais toucher des mots sur beaucoup de différents sujets sans entrer trop dans les détails. Et peut-être à la fin, dans la deuxième partie, je vous invite à me poser des questions et c'est là qu'on va entrer beaucoup plus dans les détails. Donc pour commencer, une des choses qu'on va voir, c'est votre approche avec des appâts. Là je vais parler d'appâts plutôt d'appâts d'amorçage. Au lieu d'échage, montage, je ne vais pas parler de montage, c'est juste l'amorçage. Et en gérant bien votre amorçage, il y a moyen de faire différentes sortes de pêche. Je veux dire, et avec les mêmes appâts. Je vous donne un exemple. Vous avez 1 kilo de bouillette, et il y a moyen d'utiliser 7 kg de bouillette pour faire un rendement de poisson, suivant l'approche et l'amorçage, ou de faire une approche qui soit vraiment pour intéresser un très gros poisson, avec les mêmes appâts et les mêmes quantités. Donc ça, c'est le sujet qu'on va traiter, parce que c'est très intéressant. On va visiter un petit peu quelque chose que je vous ai montré il y a 2 ans sur les carpes et leur comportement, comment ils prennent l'appât dans la bouche, qu'est-ce qu'ils recherchent comme nourriture, les éléments qui attirent vraiment les carpes, parce que bien que quelques images sont les mêmes, ils sont très importants, et il y a certains mots-clés que je vais répéter plusieurs fois, parce que c'est des mots vraiment clés. Donc on va commencer avec une petite historique, si vous voulez. On va voir si je le fais fonctionner. Ah. Oh. C'est des bons souvenirs. Moi, j'avais 17 ans, je crois. Je prenais mes premières carpes, des jolies carpes. J'avais commencé quand j'avais 13 ans, à peu près. Là, j'avais 17 ans, des cheveux longs. Donc, le matériel qu'on avait à l'époque, c'était pas ce que vous avez maintenant. Il n'y avait pas de détecteur de touche, il n'y avait pas de cheveux. Donc, l'appât, on le mettait sur l'hameçon. Donc, la pêche était assez difficile. Par contre, super intéressante, parce qu'il y avait tout ça à découvrir. Aussi bien sur toute la pêche de la carpe que les appâts. Et là, je commençais à prendre mes premiers poissons, et ces premiers poissons, je les prenais, ça c'est en début des années 70 à peu près, je crois que ça c'était en 1972. Et ces poissons, je les prenais sur un appât qu'on appelle luncheon meat. C'est une forme de viande dans une boîte, je ne sais pas si on peut l'acheter en France. On peut le couper en morceaux, c'est très bon pour les barbeaux, pour les chevennes, aussi bien pour les carpes. Et on le mettait sur l'hameçon. Et on pensait en fait que les carpes, ils avaient peur du poids. Donc on essayait de mettre le poids qui était le plus léger possible et pas de faire de résistance. Il fallait ferrer à la touche. C'était vraiment la pêche, quoi. Et que c'était pas un autoferrage, il fallait ferrer. Et j'ai commencé à faire, à l'époque, c'était des poissons pour nous qui étaient énormes. C'était des poissons qui faisaient dans les 9-10 kilos. Et ça fait 20 livres en livres anglaises. Et pour nous, un poisson de 20 livres, c'était comme un poisson maintenant qui fait une trentaine de kilos. C'était vraiment, pour nous, des poissons. On pensait que c'était presque impossible de les prendre, ces poissons. Et j'ai commencé à m'intéresser à mes appâts. Et la première chose que j'ai fait, c'était il y avait d'autres personnes. À l'époque, je ne connaissais pas John Baker. Après, on a sympathisé et puis on a travaillé ensemble. Mais au début, je suis allé dans le supermarché. Je me suis dit que peut-être les choses qu'on aime bien nous, la carpe, elle va bien aimer. Donc le premier appât que j'ai fait, j'ai vu ma mère faire des gâteaux avec des petits arômes de l'orange. Je me suis dit, non, ça peut être pas mal ça. Donc j'ai mis de l'orange, j'ai pris des pelettes. Il y avait des pelettes qui étaient prêtes pour les truites. J'ai broyé ça et j'ai mis de l'arôme dedans. Et ça sentait très bon. Et à cette époque, on commençait à mettre une pâte. Donc on faisait la pâte avec des œufs.
bien qu'on ne savait pas à ce moment-là qu'on pouvait les cuire, il faut les faire durs, c'est resté en pâte. Donc on mettait une boule de pâte aussi gros qu'une orange autour de l'hameçon. Et ça a marché à merveille, j'avais les touches tout de suite. Et je me suis dit, oh, il y a quelque chose avec cet arôme, avec cette approche. Donc j'ai commencé à amorcer, petit peu. Au début, on n'amorçait pas, on lançait la ligne sans amorçage. Et là, j'ai commencé à amorcer et les touches se sont arrêtées. J'avais plus de touches. Et c'était le début, quand j'ai commencé à comprendre qu'on peut rendre quelque chose qui est très bon, inefficace, si c'est trop fort. Et ça, c'est un sujet qu'on va discuter en plus de détails. Et j'étais dans le laboratoire de recherche, de contrôle à l'époque. Donc on faisait le contrôle sur la production, sur la fermentation. Et c'était très intéressant aussi pour moi comme carpiste, parce que là, j'ai commencé à voir des levures, ce qu'on appelle malt, pour faire la production de la bière. Et il y avait des produits qui étaient aussi intéressants pour la carpe, donc j'ai commencé à m'intéresser. Et aussi à l'époque, toutes les semaines, on avait un petit contrôle de dégustation du Guinness. Donc chaque semaine, et pour se mettre dans l'ambiance, chaque semaine, on était dans une salle avec de la musique. À l'époque, les gens y fumaient, donc ils fumaient, il y avait de la musique. On buvait du Guinness et puis on remplissait un petit papier à la fin. Et ça se peut que maintenant, ma passion aussi pour une bonne bière de temps en temps, ça vient de là, peut-être. Et donc, je continue à faire mes travaux sur mes petites recherches sur les appâts, toujours à l'époque avec les pâtes sur l'hameçon. Et ici, j'ai commencé à travailler avec les levures à cause de la fermentation et la bière. Et donc là, j'avais ma pâte de pellets de truite broyée mélangée avec des œufs pour faire une bonne pâte. Et je commençais à mettre la levure. En fait, on peut acheter, c'est une levure qui est faite pour conditionner les oiseaux exotiques. C'est une nourriture pour les petits oiseaux. Et je mettais ça comme je saupoudrais, c'est ça, non? Je saupoudrais pour faire un bonbon. Je mettais ça autour d'eux et ça marchait super bien. Et là, j'ai commencé à faire mes recherches aussi sur la levure, qui peut être un ingrédient très important pour les appâts d'aujourd'hui. Et là, je crois que j'avais 20 ans. Pour l'époque, vraiment très beaux poissons. Et au niveau des èches, on commençait, on ne sait pas qui c'était, mais quelqu'un avait l'idée de faire bouillir les pâtes pour faire des bouillettes. À peu près au même moment, il y avait Kevin Maddock et Lenny Middleton qui ont inventé ou ils ont essayé le vrai cheveu. À ce moment-là, c'était un vrai changement dans notre pêche, parce qu'au lieu de ferrer les touches, on pouvait faire notre ferrage avec le cheveu, et ça a complètement bouleversé la pêche de la carpe. Et aujourd'hui, le fait qu'on pêche quasiment tous avec un cheveu, avec un autoferrage, c'est grâce à ces moments-là. Et à un même moment, dans la même époque aussi, on n'avait pas de détecteur, on n'avait pas de pêcher, on n'avait rien du tout. Donc on fabriquait notre propre détecteur de touche. Là, il y a ce qu'on appelait Monkey Climber aussi. Ça, c'est un peu le premier détecteur que Denis, mon ami Denis, il avait fabriqué. Ça marchait sur une petite antenne. Voilà, Denis, la malice. Avec les anciens optoniques et aussi le premier détecteur qu'il avait fabriqué. C'était une super époque parce qu'il y avait tout à découvrir. Chaque année, en fait, là c'est John Baker. Et même maintenant, chaque année, on a l'ouverture de la pêche de la carpe chez nous, c'est le 16 juin. C'est parce que c'est fermé pendant un certain temps sur tous les lacs privés. Donc le 16 juin, avec Dennis et John, on fait une petite pêche ensemble et on sort notre ancien matériel. On pêche avec une patte sur l'hameçon comme on faisait au début, et puis on fait une petite pêche ensemble, tout sympa. Et on avait, ça c'est aussi c'est mon matériel de l'époque. J'avais en fait les premiers détecteurs de touche électroniques, c'était les Héron. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça s'appelait un Héron.
et ça marchait sur une antenne. Et moi et mes amis, nous avons fabriqué nos propres bruiteurs pour faire le bruit. À l'école ou dans le collège, on a pris des petites électroniques qu'on a soudées nous-mêmes, et on avait pris des pièces d'un ancien radio pour faire le bruit avec l'eau-parleur et tout. Mais ce qui se passait en fait, c'est la première fois que j'ai essayé ça et j'ai pêché la nuit. Il n'y avait pas de nuages, le ciel était bien découvert. Et à 2 h du matin, j'avais la radio qui sortait de mes détecteurs. Et juste après, j'ai quitté Guinness pour aller travailler en Suisse chez Nestlé. C'est au bord du lac Léman. J'ai passé 2 ans là-bas. J'étais dans un laboratoire de recherche où notre objectif c'était de trouver des différents sucres et des meilleurs de goût. Donc vous imaginez que pour moi ça m'intéressait beaucoup. J'ai passé 2 ans de ma vie chez Nestlé où j'ai appris beaucoup de choses avec les gens qui sont très compétents au niveau de la gustation, les appétents. Et ça m'a servi beaucoup pour l'avenir, pour la pêche. C'était un endroit magnifique, j'ai passé vraiment un très bon temps chez Nestlé. Après j'ai travaillé, en fait j'ai quitté Nestlé pour aller travailler dans une société qui s'appelle Vander. Et Vander c'est celui qui fabrique Ovomaltine, si vous connaissez le boisson. Et j'ai travaillé avec un professeur qui était un spécialiste dans les boissons pour nous, pour les êtres humains. Et lui, quand j'avais des discussions pour la pêche, il était très intéressé. Bien qu'il n'était pas pêcheur, le sujet l'intéressait beaucoup. Et je me rappelle toujours, je lui ai posé une question, mais comment ça se fait que quand je vais au bord de l'eau, je mets un ver de terre dans la nuit, je le jette dans le plan d'eau, je pose ma canne et 2 minutes après, j'ai une touche. Comment est-ce que le poisson, et qu'est-ce qu'il cherche pour trouver mon ver de terre? Et il m'a dit, mais c'est très simple, c'est quelque chose qui s'appelle les nucléotides, ou des ribonucléotides, des acides aminés. Après ces 2 ans, j'ai retourné en Angleterre et j'ai commencé à continuer les recherches pour mes appâts. Et donc, je me suis basé sur tout ce qui est des aliments pour nous, aussi pour les animaux, les chiens, les chats, aussi pour les couilles, parce que c'est un poisson, donc je m'intéressais. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on a nous qui augmente le goût, souvent c'est des hydrolysats, on appelle ça des hydrolysats, donc c'est les produits, les aliments qui ont été traités pour augmenter le goût. Au niveau aromatique, il y a certaines procédures qui sont très bien pour concentrer l'odeur. Il y a une réaction, c'était un monsieur français en fait qui a fait ça, qui s'appelle Maillard, Maillard, je dis mais Maillard. C'est une réaction, disons chimique, qu'on peut rendre un extrait naturel extrêmement concentré, et ça change aussi les odeurs, les arômes qui sont dans l'aliment qu'on traite. Et par exemple, quand on fait griller un steak, une partie de cette réaction qui donne le goût et l'odeur, c'est cette réaction-là. Et on peut se servir de cette réaction sur la production de certains éléments, certains aromatiques, certains ingrédients qu'on utilise dans la fabrication des arômes et des additifs. Et c'est ça que je fais avec John Baker. Qu'on trouve dans le supermarché. Celui-là, le Big Squeeze, en fait, c'est un produit qui s'appelle Marmite. Et le Marmite, c'est du levure hydrolysée ou traitée avec des enzymes. En fait, c'est de levure. Et le levure, il a une membrane cellulaire. Et le traitement ouvre le membrane et tout le contenu est libéré. Pareil, là, c'était une sauce à base d'anchois qu'on achète dans le supermarché. Mais en recherchant, nous avons trouvé des hydrolysates de poissons qui sont extrêmement efficaces sur les carpes. Une chose à dire aussi à ce moment, c'est peut-être que pour les carpes, il y a eu beaucoup d'études faites sur le comportement des carpes. Beaucoup d'argent a été dépensé, beaucoup parce que dans le monde, mondialement, il y a des millions de tonnes de carpes qui sont élevées chaque année. J'étais même très étonné quand j'ai regardé, j'ai recherché. Il y a des millions de tonnes par année de carpes élevées pour la nourriture pour nous.
beaucoup en Asie, dans l'Est, Pologne, Hongrie, tous ces pays, et c'est des millions de tonnes. Et le fait que ça c'est de la nourriture qui est élevée pour nous, pour manger, ils dépensent de l'argent, et les éleveurs de ces poissons, ils essaient d'avoir le meilleur rendement avec le minimum d'argent dépensé. Donc, d'où par exemple le début d'un produit qu'on a tous entendu parler, c'est le bétaïne. C'est utilisé, c'est vraiment pas un produit magique. Dans le temps, on avait pensé ça, mais c'est pas du tout vrai. Mais c'est mis dans des pellets d'élevage des poissons pour une raison. Ils ne les mettraient pas s'il n'y avait pas une raison. Et ça aide la digestion des poissons. Ils grossissent plus vite et ils peuvent utiliser la nourriture plus facilement. Ils grossissent plus vite avec moins d'argent dépensé. C'est que ça. Et il y a eu des études faites sur les carpes qui sont vraiment très intéressantes. Et dans un moment, je vais vous montrer quelques études qui vont peut-être vous faire réfléchir. Pareil sur les épices. En fait, on trouve, ça c'est ce qu'on trouve dans le supermarché, mais dans les épices, un peu comme dans les huiles essentielles, ce sont des éléments qui sont extrêmement complexes. Ça vient souvent des plantes. Et pour vous donner une idée de la complexité des épices ou des huiles essentielles, les recherches qui sont faites sur beaucoup de médecines pour nous sont faites sur les fleurs, sur les plantes. C'est là qu'ils trouvent des éléments qui sont utilisés par la suite pour nous. C'est extrêmement complexe. Et quand vous mettez ce genre de produits dans vos bouillettes, vous ajoutez des produits qui sont très complexes et qui sont très appréciés par les carpes. Pareil sur les huiles. Je vais vous montrer juste après qu'il y a ce qu'on appelle des macroéléments. Macroéléments, je parle de nutrition en fait. Mais les macroéléments, c'est des gros éléments qui sont des hydrates de carbone, des protéines, des graisses ou des lipides. Au niveau des arômes, nous avons compris assez vite que un bon arôme, après on parlera des bons arômes, mais un bon arôme, même un très bon arôme, si vous ne le mettez pas au bon dosage, c'est pas efficace. Ou c'est beaucoup moins efficace que ça peut être. Et il y a des raisons pour ça, et on en parlera après. Aussi au niveau des arômes, c'est pareil. Je vous donne un exemple sur la fraise. On voit souvent les arômes fraises. Les fraises sont utilisées, par exemple, pour les yaourts, pour nous. La fraise est utilisée beaucoup parce que c'est un des fruits qui est le plus complexe avec des esters. Des esters dans le fruit, la fraise, est extrêmement complexe. Donc pour nous, ça donne un très bon goût. Je peux fabriquer dans mon petit atelier un arôme fraise avec uniquement 6 ou 7 composants. Je peux aussi fabriquer un arôme fraise avec 300 composants. Dans les arômes, il y a ce qui s'appelle des premières notes, on peut dire premières notes. Quand vous ouvrez le flacon, la première chose que vous sentez, c'est ce qui est volatile, et c'est ça qu'on sent en premier. Donc, vous mettez les deux produits avec 300 composants, ou 6 composants côte à côte, ça se peut. Si c'est les mêmes esters qui sont volatiles, vous ouvrez le pot et ça sent le même. Ouh, c'est la fraise, ça sent très bon. Mais il y a une grande différence en réalité entre les deux. Et c'est pareil sur les yaourts. Si vous achetez des yaourts de très bon marché, ça sent peut-être bon. Quand vous ouvrez le pot, ça sent bon. Mais après, le goût, c'est pas pareil. Vous prenez quelque chose de très bonne qualité, super odeur, ça fait l'eau à la bouche et ça, c'est très bon. C'est exactement la même chose sur les arômes. Et notre objectif en fabriquant nos propres arômes, c'est d'avoir quelque chose qui fait vraiment, on peut dire, eau à la bouche pour le carpe. Un peu ça, quoi. Voilà, donc là, il y a John. Ça, c'est des macro-éléments. En gros, je parle de nutrition. Nutrition sur les bouillettes. On peut se demander, mais je ne m'intéresse pas trop à ça, je veux juste une bonne bouillette. Mais là, on va voir après que si la bouillette que vous proposez est un bon aliment, est une bonne nourriture pour la carpe, elle le prendra davantage. Il vient plutôt de passer bon, ça vient un peu de soja, soja gras, mais beaucoup de, si on met du fish meal. Mais ça, c'est les grands éléments qu'on met dans une recette à bouillette.
Et puis après, on peut mettre par exemple, là c'est un fish meal, et on parle souvent des bouillettes fraîches, ou il faut avoir des ingrédients frais, qui sont très importants. Pourquoi c'est important? C'est vrai, c'est très important. Donc tous les aliments, aussi bien si c'est du semoule, farine de maïs, que du fish meal, du krill, quand c'est frais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand c'est frais, c'est même pour nous. Vous achetez quelque chose frais, l'odeur est meilleure, le goût est meilleur. Parce qu'il est rempli d'enzymes, tous les acides aminés, tous les éléments gustatifs sont bien, ils sont forts, et ça donne un goût qui est meilleur. Je donne un exemple. Vous proposez une assiette de croquettes à votre chien, ou une assiette avec du foie frais, voilà. Autre chose après les macroéléments, c'est ce qu'on appelle les microéléments, c'est les vitamines et minéraux. Et les vitamines, aussi les enzymes, quand un produit est trop vieux, c'est ça qui part. Et c'est moins bien. Et après, la carpe, nutritionnellement, elle a besoin des vitamines et des minéraux pour pouvoir utiliser les macroéléments. C'est une combinaison qui est importante. Donc les aliments frais sont essentiels. Et ces éléments, on trouve beaucoup dans les additifs qu'on utilise, qui sont par exemple le Robin Red, dans les levures, dans les bird food. Les additifs qu'on ajoute, on ajoute du goût, mais on ajoute aussi des vitamines et minéraux qui sont très importants, et des attractants. Et ça, on ajoute en petit pourcentage, mais c'est aussi un aliment très important dans les aliments. 5 jours, elle prenait, bizarrement, 36 à 37% de protéines. La plupart en hydrates de carbone et 8 ou 9% de graisse. Donc elle a trouvé elle-même qu'est-ce qu'il faut en pourcentage d'aliments. Et ça c'est très très important à retenir. Je vous donne un exemple. Vous allez pêcher 1 semaine ou 2 semaines sur un grand lac, vous amorcez. Les carpes ils sont attirés, elles viennent, elles mangent. Si c'est une bouillette qui est vraiment bien nutritivement, elle va le savoir après 4-5 jours. Et donc elle va continuer à le manger. Mais si au niveau nutrition, c'est pas très bon, elle va le laisser, parce que c'est pas intéressant. Donc ça c'est très important à savoir. Et suivons donc les recherches avec la température de l'eau, dans les pourcentages, donc le bleu c'est protéines, le rouge c'est lipides et les jaunes c'est l'hydrate de carbone. Avec une eau à 25 degrés, la carpe, parce que c'est un poisson qui dépend de la température de l'eau. La température de son corps est la même que l'eau. Donc, et à cette différente température, son corps produit des enzymes qui sont adaptés à certains éléments de nourriture pour le digérer. Et à 25 degrés, une eau à 25 degrés, elle a besoin nutritionnellement de beaucoup de protéines, beaucoup moins de graisse et beaucoup moins d'hydrates de carbone. Et le plus que la température de l'eau descend, le moins qu'elle a besoin de protéines. Donc il y a quelque chose d'intéressant là pour nous, parce qu'une des idées que j'entends souvent, c'est qu'on me dit qu'en hiver, quand l'eau est froide, les carpes, il faut pêcher carné. Beaucoup disent ça. Donc, mais quand on sait que la vérité c'est ça, carné, il y a beaucoup de protéines dans le carné. Donc nutritionnellement, c'est pas ce qui est bien adapté. Mais en fait, au niveau pêche, parce qu'on ne parle pas simplement de nourrir le poisson, on parle de pêche. Et au niveau pêche, il y a un dilemme. Parce que d'un côté, on essaie d'attirer le poisson, c'est l'attraction. Et l'attraction, qui est la protéine c'est fait avec des acides aminés. Donc les acides aminés sont un attractant pour la carpe. Donc quand c'est très protéique, le poisson il est attiré. Mais quand il le mange, si la nutrition n'est pas adaptée, il ne va pas continuer à manger. Donc c'est important de savoir, c'est un dilemme en fait. Donc en hiver, on peut pêcher avec quasiment n'importe quelle bouillette qui soit bonne, au moment qu'on n'amorce pas trop. Si vous mettez beaucoup de bouillettes avec un pourcentage de protéines comme ça, quand l'eau est à 10 degrés, elle en mangera. Mais vous mettez 1 kilo,
quand l'eau est à 5 degrés, elle prendra un bouchée et puis c'est tout. Et elle prendra une semaine pour le digérer. Par contre, si votre appât est bien adapté à une eau à 10 degrés comme celle à droite, elle va les manger, puis elle va revenir pour les manger encore. Et en plus, elle va les digérer. Et elle va en plus emmener ses copains et copines. Et ça, je vais vous expliquer comment et pourquoi après. Donc, dans la nourriture naturelle, là, c'est des crevettes d'eau douce. Tout ce qui est vivant a besoin de respirer. Et dans la respiration, l'animal, tout ce qui est un animal, il mange, il chie et il pisse. En gros. Ils font tous ça. Ils digèrent, mais ils ne digèrent jamais à 100%. Il y a un pourcentage de ce qu'ils mangent qui est libéré dans les déchets. Et donc, dans les déchets qui sont libérés, il y a des aliments qu'ils ont mangés, moitié digérés. Okay? Donc, même les crevettes d'eau douce, ils mangent quelque chose, ils digèrent à moitié, et puis ils libèrent les déchets. Et dans les déchets, tout ce qu'ils ont mangé qui était la protéine est libéré, c'est des acides aminés maintenant, parce qu'ils ont été moitié digérés. Les hydrates de carbone qui étaient dans leurs éléments, c'est en gros des sucres. En plus, il peut avoir dans l'estomac, il y a des enzymes, il y a des acides biliques pour digérer. Ça aussi, c'est libéré. Et c'est pour cette raison qu'un appât qui soit légèrement acide, attire la carpe, parce que pour elle, elle a appris que quelque chose dans l'eau qui est légèrement acide, c'est de la nourriture. Parce que tout ce qu'elle mange, c'est des animaux, et autour des animaux, il y a l'eau est légèrement acide. Petite astuce, si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Hein. Vous allez acheter du vinaigre, ou même les citrons, tu sais les citrons en plastique que tu achètes. Tu achètes ça, vous mettez ça en appât sur vos palettes, et vous amorcez avec. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est très bon. Difficulté, c'est qu'on ne peut pas le gérer. Donc on change le pH, et c'est extrêmement difficile à gérer. Donc un jour ça peut marcher à fond, l'autre jour c'est moins bien, et on ne sait pas trop. Donc, mais ça marche, pour la raison que je viens de dire, c'est légèrement acide. Ils détectent ces choses dans l'eau, ils ont des papilles gustatives dans les narines, dans la bouche, en dessous, sur la ligne latérale, sur les barbillons, il y en a beaucoup. Une grosse carpe peut avoir jusqu'à 800 papilles gustatives par millimètre carré. C'est comme notre langue, extrêmement, extrêmement sensible. Et même avant de prendre dans sa bouche, quand elle ouvre les yeux, l'eau entre et sort. Et ça passe par les narines. Et dans les narines, les papilles gustatives sont reliées par les neurales, par le cerveau, directement. Et ils sont faits pour détecter ces éléments qu'on a vus, de la nourriture. Et elle peut être même, je sais, par les tests qu'on a fait, à 80 mètres dans une rivière pour les barbeaux, on a mis des éléments dans l'eau, et les barbeaux qui sont à 80 mètres à peu près plus bas, ils ont monté pour le prendre. Donc à 80 mètres, ils ont senti avec ça qu'il y avait quelque chose à manger. En plus, elle sait que par les odeurs, par les signaux olfactifs que c'est de la bonne nourriture, avant de la prendre dans la bouche. Donc elle sait que si ces bouillettes-là sont bonnes ou pas bonnes, et les autres là-bas sont bonnes ou pas bonnes. Après, donc, elle a senti qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc elle approche, elle prend dans la bouche. Et quand elle prend dans la bouche, les carpes, elles ont la langue en bas, et sur la voûte de palais, c'est en haut. C'est là qu'il y a la concentration la plus importante de papilles gustatives. Elle écrase, si c'est la vase, les vers de vase ou les larves, contre le palais. Elle ouvre les ouïes et la bouche, et elle lave avec l'eau. Et en lavant, elle éjecte tout ce qui est sable, morceaux de feuilles, et elle garde le restant dans la bouche. Elle fait deux choses. En appuyant cette nourriture contre le palais, il y a des papilles gustatives qui détectent si cette nourriture est intéressante ou pas. Si c'est pas intéressant, elle éjecte. Si c'est bon, elle lave, elle avale, elle écrase avec les dents pharyngiennes et elle mange.
Et elle fait comme ça. Une adulte, grosse carpe, est beaucoup fois plus sensible qu'une petite. Une petite, elle n'a pas appris qu'est-ce qu'il y a bon à manger. Une grosse, plus qu'elle est grosse, plus qu'elle a appris que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et ils ont, comment on appelle ça pour les chevaux? C'était quoi? Des œillères. Donc, c'est un peu comme si elle a les œillères. Et les gros poissons sont attirés par ce qui est vraiment bon à manger. Tous les animaux, n'importe lesquels, ils veulent manger la meilleure nutrition avec le minimum d'effort. C'est comme ça, les animaux. Donc, une grosse carpe, elle ne va pas s'embêter à prendre quelque chose qui n'est pas bon. Des petites, oui, elles mangent tout ce qu'il y a. Elles courent dans tous les sens. Mais des grosses, non. Et le fait qu'une grosse carpe est beaucoup plus sensible qu'une petite parce qu'elle a en volume, en superficie, dans la bouche, sur les barbillons, sur la tête, dans les narines, la superficie est beaucoup plus large qu'une petite carpe. Donc elle a beaucoup plus de millimètres carrés. Et sur les millimètres carrés, en plus, elle a beaucoup plus de papilles gustatives. Donc elle est beaucoup plus sensible qu'une petite carpe. Donc, on viendra après, mais je prends un kilo de bouillette que j'ai dans mon sac de bouillette d'1 kilo, je le pose sur 5 mètres carrés. L'odeur dans l'eau qui est diffusée par ces bouillettes est assez forte, parce que les bouillettes sont concentrées. Par contre, si je fais avec le même kilo de bouillettes, je les éparpille sur une superficie comme ça, il y a peut-être une bouillette tous les 2 mètres carrés. Et l'odeur dégagée est beaucoup moins forte. D'où les amorçages de zones fonctionnent très bien sur les gros poissons, par exemple en grand lac, parce que sur l'amorçage compact où l'odeur est forte, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup dans la salle qui ont fait un amorçage comme ça, et vous mettez une canne, je le mettrai un peu plus là-bas, avec un stringer. Celle-là, elle part, et c'est le gros poisson qui l'a pris. Ça arrive souvent, on a tous fait ça. Et là, il y a une petite explication, parce que pour le gros poisson, l'odeur où c'était concentré était trop forte. En plus, c'était peut-être pas trop intéressant, donc elle va tourner autour, elle prend une bouillette de temps en temps, et ch'ti, piquer. Donc c'est là que vous pouvez gérer un peu l'amorçage pour la pêche que vous voulez faire. Ça veut dire bonne tactique pour les poissons méfiants. Et en gros, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est même une très bonne tactique. Vous faites votre amorçage, mais au lieu de pêcher sur l'amorçage, vous mettez vos cannes autour. Déjà, un avantage qu'il n'y a pas de fil qui passe à travers, donc les poissons s'alimentent en confiance, ils ne prennent pas de fil. Une chose à ajouter, c'est que sur le comportement de poissons, des carpes, il y a une chose qu'elles font qui est très intéressante, que vous pouvez prendre en compte. Ce que je vais vous expliquer, en fait, c'est un peu faussé maintenant, parce que dans les plans d'eau privés, où il y a beaucoup de pêcheurs, le comportement des poissons n'est pas comme une carpe vierge, dans un milieu naturel. Mais son comportement naturel, quand elle sent qu'il y a quelque chose à manger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle approche. On pense qu'elle va descendre pour le manger. Non. Parce que, est-ce que ça vaut le coup que je descende le manger? Est-ce que c'est assez intéressant? Est-ce qu'il y a suffisamment que je dépense mon effort pour aller manger ça? Donc, elle fait une sorte d'estimation de ce qu'il y a à manger avant de le manger. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle quadrille. Donc, avec ses papilles gustatives, elle sent qu'il y a quelque chose. Elle approche. Plus qu'elle approche, plus que la concentration augmente. Et continue, la concentration descend. Et continue encore, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Après, elle se retourne et revient, mais pas dans le même sens. Elle prend une autre direction et elle fait ça. Elle fait ça plusieurs fois. Et vous avez vu peut-être des carpes qui font un peu le tour et on se demande qu'est-ce qu'elles font. Elles font ça. Est-ce que c'est intéressant à manger ou pas? Après, ok, c'est intéressant, je descends, je mange. Mais quand vous savez qu'ils ont cette approche, c'est là que, par exemple, en grand lac, une tactique qui marche super bien, pas uniquement en grand lac, au lieu de faire un amorçage sur un spot, si vous faites une ligne d'amorçage, ça va intéresser beaucoup plus de carpes, parce qu'ils vont quadriller toute la zone. En plus, un autre avantage avec cette approche, c'est que vos cannes vont être espacées. Donc si vous avez une touche sur la canne de gauche, ça ne va pas gêner les autres carpes qui sont en train de manger là-bas. Autre avantage,
Avec 1 kilo de bouillette, vous pouvez faire 48 heures de pêche. Vous mettez 1 kilo sur 2 mètres carrés, 2 carpes, ils arrivent, c'est mangé. Vous avez fait une carpe, ok, mais vous avez utilisé 1 kilo de bouillette. Mais vous mettez 500 grammes bien éparpillés sur un terrain de tennis, il y a peut-être 10 carpes qui viennent, elles prennent, c'est intéressant, et continuent à chercher. Mais pour trouver toutes les bouillettes, ça prend du temps. Moi, il y a quelques années, j'ai pêché, ça s'appelle Lago Bolsena. C'est au milieu de l'Italie, c'est un lac volcanique. Et je suis allé pour 4 jours, et on avait une tempête là, on a amorcé, et puis un tempête qui est arrivé, et on était coincé dans le bivy pendant 2 jours, quoi. On a perdu 2 jours parce qu'on ne pouvait pas pêcher. Mais j'étais avec des amis italiens qui sont... Voilà, on voit bien, les conditions de pêche étaient extrêmement difficiles. Mais heureusement, j'étais avec des bons amis. Et Giancarlo Emidi à gauche, il gère un petit restaurant à Bolsena qui est à 2 km où on pêchait. Donc on a dégusté quelques très bons vins du côté de la région pendant 2 jours. Bon, après ça a commencé à calmer. On avait fait notre petit amorçage, comme j'ai dit. On était 2 et on avait un bateau aussi. Donc en fait notre ligne d'amorçage, il y avait une petite cassure à peu près à 50 mètres. Donc on a mis une repère à gauche de Giancarlo. Moi, j'ai mis mon repère à peu près à 200 mètres, à droite, et puis on avait 3 cannes chacun, et en fait, on a pêché les 6 cannes sur une ligne d'amorçage, uniquement avec des bouillettes éparpillées. On avait à peu près 2 kilos de bouillettes pour 6 cannes sur un grand lac. Beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez l'impression qu'il faut amorcer beaucoup sur les grands lacs. Non, ça dépend qu'est-ce que vous mettez dans l'eau. Si c'est vraiment bon, la première fois que les carpes goûtent, ils vont savoir que c'est bon à manger et ils reviennent. Et nous avons trouvé que c'est vrai que des fois un très gros amorçage peut être très bon. Ça peut payer aussi, mais ce n'est pas toujours nécessaire de faire un gros poisson ou de faire une très belle pêche. Voilà, avec Giancarlo, on pêchait des grosses communes avec cette tactique. Et c'est une tactique que j'ai appliquée partout en Italie, en Espagne, partout où ça fonctionne. On s'est dit il y a quelques années que si on fait un appât qui soit adapté aux silures, parce que les silures, ses besoins nutritionnellement, c'est pas pareil qu'une carpe, c'est un carnassier. Il a besoin en gros de plus de protéines, plus de graisses, de lipides, parce qu'il mange des poissons normalement. Et donc en faisant un appât qui soit nutritivement plus proche de son nourriture naturelle, donc, avec plus de fish meal en gros, plus d'hydrolysate de poisson, plus de l'huile, ça va être plus adapté. Le poisson, le silure, il va s'intéresser davantage. Et c'est ça qui se passe. Et on a une petite gamme de produits qui s'appelle les Oli hybrides, qui est fait spécialement pour les silures. Quand les pêcheurs les voient, ces hybrides, ils disent toujours « Ah, c'est un gros pellet ». Non, c'est pas un pellet. C'est à moitié cuit et c'est fait avec un mix à bouillette qui soit nutritionnellement bien pour les silures. J'aime bien pêcher d'autres poissons et j'applique exactement la même approche. C'est des petites rivières près de chez moi où j'aime bien pêcher au feeder, au stick. J'aime bien les gros poissons, n'importe quelle espèce, donc j'essaie de prendre les plus gros. Et là, les chevennes, c'est des gros chevennes, que surtout en hiver, j'aime bien pêcher les chevennes. Aussi, on a des gros barbeaux dans les mêmes rivières. Même approche, on a des grosses tanches, des poissons énormes. Et l'approche, c'est la même. Au moment que vous gérez l'amorçage correctement, avec quelque chose qui est bon à manger, c'est pas que des poissons qui arrivent, c'est des plus gros qui s'intéressent. En Espagne, il y a un poisson qui est super intéressant, que j'ai pêché 1 ou 2 fois. J'ai pas eu la chance de les toucher pour le moment, mais j'ai un collègue espagnol qui pêche des comisos. C'est magnifique comme poisson. Et là, en fait, il pêche avec notre bouillette krill. Et on l'adapte un petit peu, l'approche, spécialement pour les comisos. Mais le fait que le krill soit un appât qui est à base de tout ce qui est crevettes, crevettes d'eau douce, hydrolysate de poisson, c'est vraiment poisson. Et
Et ce poisson, le comiso, barbeau comiso, il adore ce type d'aliment. Des fois, on a les doigts qui sont pas très propres ou qui présentent une certaine odeur parce qu'avant de toucher une bouillette, on a mangé un aliment ou alors on a fumé une cigarette. Voilà, est-ce que tu penses que le fait de toucher cette bouillette avec des doigts avec une certaine odeur, une senteur, peut éventuellement nuire après à la bouillette, à sa qualité ou faire fuir, être répulsif carrément pour le poisson? Pas vraiment. Ça dépend. Si on a rempli notre moteur avec l'essence, oui. Bon, je fume pas, donc je sais pas, mais j'imagine que juste l'odeur d'une cigarette, non, je vois pas pourquoi ça ferait quelque chose. Émis par la bouillette, l'ADN, les acides aminés, parce qu'il y a beaucoup de cellules qui sont lisées. Est-ce que vous savez quels sont les signaux olfactifs qui sont émis par les graines, où là les cellules sont entières et c'est des appâts qui sont reconnus instantanément? J'ai pas bien compris la question. Les signaux olfactifs émis par les graines, comme les tigers par exemple. Ah oui, oui. Où là les cellules sont entières. Je connais un petit peu, pas dans le grand détail, mais en gros, je crois qu'on sait tous que quand vous prenez les graines et vous les faites fermenter, ça marche mieux. D'un part, et même, on peut les faire fermenter, mais on peut aussi les germer. Et en fait, quand la graine germe, les enzymes changent les sucres et tout ce qui est à l'intérieur. Les graines germées sont très efficaces. J'ai fait beaucoup de poissons avec les graines germées. Ça devient aussi, vous faites l'expérience, essaye. Faites germer des graines de maïs. Une graine paraît germer à un certain goût, mais quand c'est germé, c'est beaucoup plus sucré. C'est un très bon goût. Donc ça change l'aspect nutritionnel de la graine. Mais quand on fait germer, quand on fermente, donc vous mettez dans l'eau, vous faites cuire, vous mettez peut-être un peu de sucre, un arôme, je ne sais pas. Après, vous faites bouillir, vous laissez tremper, ça fermente. Et dans la fermentation, ça dégrade tous les éléments, les macro-éléments, on parlait, ça les dégrade. Donc, forcément, dans la soupe qui existe, on trouve tout ce qui est des glucides, des sucres. Et aussi, dans la fermentation, ça va être un peu plus acide. Et cette partie-là, la partie acidité, c'est aussi un attractant. Donc dans l'ensemble, ce qui est dégagé par les graines, c'est aussi très intéressant pour les carpes, parce que l'odeur est très bon. Et dans les graines, il y a quand même pas mal, c'est pas une grosse partie, mais il y a des protéines, il y a des hydrates de carbone, il y a un tout petit peu de graisse. Tous les éléments qu'on a vus sont là-dedans. Donc c'est un très bon... C'est pour ça que les graines de maïs ou les autres graines sont très bons pour la carpe. Quand vous arrivez sur une session, sur un plan d'eau que vous ne connaissez pas, comment vous déterminez le parfum que vous allez utiliser? Fruité, carné? Le changement, il se fait en cours de la session? Il se fait en fonction de la saison? Oui, très, très bonne question aussi. Première chose, je pense que c'est la saison. Parce que certains arômes... Bon, là, on parle d'arômes. Parce que jusqu'à présent, on a parlé... John, je vais te couper aussi. Par rapport à la question, je vais te la poser, moi, cette question. Tu pars en session, qu'elle soit de 24, 48 ou une semaine. Est-ce que tu pars déjà avec plusieurs appâts? Non. Ou est-ce que tu pars avec un seul appât? Si oui, si tu pars avec un seul appât, comment tu le sélectionnes, cet appât? Je pars toujours avec un seul, parce que j'ai très bonne confiance dans mes bouillettes. Donc au lieu de... Parce que le but, comme je l'expliquais avant, c'est le but, c'est qu'une grosse carpe goûte une bouillette, parce que je sais qu'elle va revenir. Peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais avant que je parte, elle va revenir. Donc, si je mets ça et après je mets une autre bouillette qui soit différente, c'est pas l'approche. Donc, je pars avec une seule type de bouillette et le choix dépend de la saison, c'est vrai. Le choix de l'arôme aussi, ça dépend de la saison. Je vais essayer de répondre à la question, mais en fait, ça ouvre d'autres pistes qui sont intéressantes. Il y en a plein. Il y a une idée reçue sur les arômes que quand l'eau est froide, les arômes à base de l'huile ne fonctionnent pas, parce que ça se fiche. Le problème quand on parle d'arôme, c'est qu'on parle trop de général. Parce que vous prenez une huile simple, donc vous avez une huile de saumon, huile de végétal, une huile. Mais vous avez un arôme à base de l'huile. Dans l'arôme, l'huile lui-même, peut-être, il diffuse mal quand l'eau est très froide. Mais quand vous avez l'arôme, dans l'arôme, un arôme qui soit bon, qui est complexe, il y a beaucoup de composants qui, eux, peuvent diffuser. Donc,
Et mon expérience, c'est que, par exemple, nous, on a un arôme qui s'appelle le Mega Salmon. C'est à base de l'huile et c'est un excellent arôme quand l'eau est très froide. Je ne peux pas t'expliquer quel composant c'est, mais c'est excellent en eau froide. Et c'est en contrarié de ce qu'on pense. Mais il y a d'autres arômes qui sont pareils. Et je pense que c'est parce qu'il y a des composants qui sont diffusés, qui sont dans l'arôme, et ce n'est pas que le base, pas que l'huile. L'autre idée reçue qui est dans le même sens au niveau de l'eau froide, c'est que c'est dit que les arômes à base d'alcool éthylique sont mieux quand l'eau est froide parce que ça diffuse plus vite. D'un part, c'est peut-être vrai parce que ça diffuse plus rapidement, mais aussi en eau froide, les carpes s'alimentent peu. Et ça se peut qu'elles vont s'alimenter qu'une fois par jour, qu'une fois tous les 2 jours. Et quand vous mettez un arôme à base d'alcool éthylique, l'arôme va diffuser très vite, et après peut-être 12 heures, 24 heures, je ne sais pas, il n'y a plus d'arôme, il n'y a plus rien dedans, parce que c'est diffusé. Et si la carpe, par chance, elle passe dans ce temps-là, elle le prend, c'est bon. Mais si c'est 48 heures, il n'y a plus rien dans la bouillette, ce n'est pas le but. Donc à mon avis, les arômes qui fonctionnent le mieux quand l'eau est froide sont les arômes complexes, qui sont formulés avec différentes bases, contient un tout petit pourcentage d'alcool éthylique pour avoir l'aspect volatile pour une attraction rapide. D'autres composants à base de monopropylène glycol ou glycérine qui diffusent de façon générale, on peut dire, moyen. Et aussi des huiles ou des huiles essentielles qui, eux, ils diffusent moins parce que l'huile diffuse moins. Et là, vous avez un ensemble qui soit très bien au niveau attraction dans l'eau froide et aussi pour le long terme, pour le goût et l'attraction dans la bouillette. Bon, là, j'ai pris une autre piste. Excuse-moi. Donc, pour revenir, c'est vrai qu'il y a certains arômes ou certains bouillettes qui sont mieux adaptés pour certaines saisons. Et je suis un peu ce que j'ai montré avant. Un appât qui soit plus à base de céréales, qui soit moins protéique, est mieux adapté nutritionnellement pour l'eau froide. Un appât qui soit très carné est mieux adapté pour l'été. Ça, c'est mieux digéré. Donc, en partant de là, avec les mix qu'on fait nous, et avec le fruit de bombe évolution, par exemple, c'est à base de bird food, de céréales, c'est ce qu'on appelle énergétique. Le niveau de protéines est assez basse, c'est très bon toute l'année, mais c'est bien adapté pour les eaux froides. Le taste mix, c'est pareil. Il y a des farines de fromage, il y a un peu de fish meal, c'est très complexe, mais le niveau de protéines est assez basse, donc c'est assez bien adapté pour les eaux froides. Quand on arrive, c'est un gros sujet, mais un autre appât qui fonctionne super bien en eau froide, qu'on dirait nutritionnellement c'est pas très bien adapté, c'est un appât qu'on a qui s'appelle le rapido hot. Le rapido hot, au niveau protéines, c'est assez élevé, c'est beaucoup de protéines, beaucoup d'hydrolysate de poisson, mélangés avec des épices très piquants, que la carpe apprécie beaucoup. Et il y a un arôme avec un mélange de monster crab avec le red hot. Red hot, c'est les huiles de paprika, ail, chili. Et cet appât, si on regarde la nutrition de cet appât, c'est pas très bien adapté pour les eaux froides. Par contre, ça fonctionne super bien, mais il ne faut pas trop en mettre. Parce qu'au niveau attraction dans l'eau froide, pour la combinaison, le complexe qu'il y a dans l'appât, diffuse super bien. La carpe est vraiment attirée par l'appât. Et au moment qu'on n'a pas mis trop dans l'eau, on va les prendre. C'est là que c'est un peu le dilemme entre les deux choses. Je voulais revenir sur le passage avec les produits frais. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je voulais revenir sur le passage avec les produits frais. Il y a un débat qu'on entend souvent, c'est sur les bouillettes sans conservateur et avec conservateur. Et je voulais savoir en fait quel était concrètement l'impact sur les carpes avec des bouillettes qui ont du conservateur par rapport à celles qu'on n'a pas. C'est une très bonne question. Je peux répondre uniquement avec ce que je sais avec mes bouillettes à moi. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres y mettent dans leurs bouillettes. Donc nous avons fait beaucoup de recherches sur les conservateurs. Première chose à dire, je pense, c'est que si vous pouvez pêcher avec des bouillettes qui soient fraîches, ce sera toujours mieux. Si je pars pêcher quelque part et je peux rouler mes bouillettes avant de partir, je le fais.
Mais je pense qu'avec avec un peu de recul, si tu m'avais posé la même question il y a 10 ans, j'aurais été sûr et certain, fresh c'est mieux, shelf life, ready-made c'est moins bien. Mais aujourd'hui, je parle de nos bouillettes à nous, ce qu'on fait, les bouillettes prêtes à l'emploi, c'est exactement la même recette que les fraîches. Sauf qu'il y a un petit dosage de conservateur, et c'est un conservateur qui est fait pour nous, pour les êtres humains, un dosage qui soit bien pour nous. Ça n'a presque aucun goût, ça n'a vraiment pas d'odeur. Sur les résultats, sur les poissons, je n'ai pas vu de différence. Mais par contre, je continue à rouler mes bouillettes fraîches quand je pars, parce que ici, ça me fait un peu plus de confiance. C'est que ça. En gros, maintenant, quand je viens en France, souvent, je roule mes bouillettes et je fais ce que j'appelle stabiliser. Et pour moi, stabiliser, c'est que je mets un dosage minime de conservateur pour que mes bouillettes soient fraîches, ou pas fraîches, c'est pas le bon, et elles ne vont pas moisir pendant 10 jours, 2 semaines. Donc je fais même mon minime, et sur les résultats, ça n'a rien changé. Donc je parle que de mes apparts à moi. Je pense que vous pouvez faire confiance dans les prêts à l'emploi, mais même en disant tout ça, si vous avez moyen de les rouler vous-même, faites-le, parce que pour moi ça fait une partie de la pêche de la carpe, et bien que j'ai un atelier avec des gens qui m'aident, qui peuvent rouler mes bouillettes si je les demande, je ne le fais pas. J'aime bien rouler mes propres bouillettes, je roule mes propres èches avec les mains, parce que ça fait partie pour moi de ce que je fais. Est-ce que ça répond? Il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire aussi qui sont intéressantes. C'est que si il y a différentes façons de conserver. Si les bouillettes, au moment que les bouillettes ont une humidité dans les bouillettes qui descend en dessous de, disons, 7-8%, ils ne moisissent pas de toute façon, parce qu'il n'y a pas assez d'humidité dans les bouillettes. Par contre, les bouillettes deviennent très dures. Pour certaines, c'est mieux. Ils aiment bien les bouillettes comme ça. Personnellement, je préfère que ça soit firme, mais pas dur comme du béton. Donc j'applique cette approche, donc je sèche bien mes bouillettes, mais avec un tout petit dosage de conservateur aussi, pour que j'en suis sûr que ça tient assez longtemps.